Alors quand j'étais petite, pour moi, avoir une bibliothèque chez soi, c'était vraiment une sorte de but dans la vie. Pour moi, vraiment avoir des livres, j'avais une sorte d'amour pour l'objet. Je trouvais ça absolument fascinant d'arriver à mettre autant de monde dans un tout petit espace et de pouvoir les transporter avec soi. Vous écoutez Par Effraction, le podcast qui fait entendre les murmures de milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe au Centre Pompidou à Paris. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Aujourd'hui, je rencontre Rim Battal, l'une des invitées du festival Effraction en 2025 pour son roman « Je me regarderai dans les yeux » chez Bayard. Artiste et poétesse, Rim Battal est l'autrice de plusieurs recueils de poésie comme 20 poèmes et des poussières chez Lanskin, L'eau du bain aux presses du réel ou encore X et excès au Castor Astral. Dans son nouveau livre, qui est son premier roman, elle raconte l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui lui ressemble beaucoup et qui, à partir d'un traumatisme violent, amorce un chemin d'émancipation. J'ai été saisie au cœur et à la gorge par ce récit initiatique, ce mélange unique de révolte, de drôlerie et d'émotion. Par Effraction. Je retrouve Rim Battal à l'entrée de la bibliothèque quelques jours avant sa fermeture. Bonjour Rim Battal. Bonjour Lorraine Malka. Ça va? Vous êtes en forme? Parfaitement en forme. Et je lui explique les règles du jeu de notre déambulation. On va faire quelque chose qui normalement est interdit à la BPI. On va emprunter des livres. Vous avez toute la bibliothèque pour vous et vous pouvez en choisir 3. Waouh! Alors, je sais déjà ce que je vais choisir, même si, il y a énormément de livres qui m'ont marqué, mais je pense pouvoir choisir 3 à envoyer dans l'espace si jamais des aliens débarquent demain et me demandent, qu'est-ce que tu emmènerais avec toi, Rim Battal? Comment est-ce qu'on peut découvrir la richesse de la littérature humaine? C'est exactement la consigne. Parfait. Allez, on y va. Ok, je vais vérifier ça. C'est un mini-sac. Ok. C'est bon. C'est bon? Entrer dans une bibliothèque par effraction. Rim Battal, est-ce que c'est un fantasme pour vous? Alors, j'imagine que vous connaissez la collection Ma nuit au musée. Et moi, je rêverais de faire ma nuit à la bibliothèque. Ce serait génial de pouvoir être seule avec tellement de livres, de dormir entre tous ces livres-là et pouvoir aller piocher dedans, en lire des passages et les poser près de son lit, de là où on dort. Et ça, je rêve de faire ça un jour. Je ralentis un peu le pas parce que vous courez, il faut que je vous cours après. Ouais, désolée, c'est vraiment... Ça, c'est un réflexe de daronne. On court toujours dans sa journée. Et quand vous étiez plus petite, c'était quoi votre rapport aux bibliothèques ? Alors quand j'étais petite, pour moi, avoir une bibliothèque chez soi, c'était vraiment une sorte de but dans la vie. Pour moi, vraiment avoir des livres, j'en avais pas énormément à ce moment-là, mais j'avais une sorte d'amour pour l'objet. Je trouvais ça absolument fascinant d'arriver à mettre autant de monde dans un tout petit espace et de pouvoir les transporter avec soi. Et j'avais beaucoup de livres, je lisais dans mon lit, beaucoup, et je glissais les livres sous le lit. Je lisais à plat ventre et j'avais toujours des livres ouverts sur la page que je lisais. J'utilisais pas de marque-page, mais voilà, quand on m'appelait pour déjeuner ou pour aller jouer, je mettais les livres à l'envers et je les glissais sous mon lit et j'avais comme ça plein de livres ouverts. Allongée sur le ventre, la tête qui pend par-dessus mon lit, c'était ma position préférée pour lire à l'époque. Ça, c'est ce que vous dites dans votre roman dont on va parler tout à l'heure. Est-ce qu'il vous arrive encore d'écrire en bibliothèque certains de vos livres? C'est assez rare en fait, depuis que j'ai eu accès un accès relatif à ma chambre à moi. J'écris beaucoup plus dans mon lit parce que j'ai des problèmes de concentration comme la plupart des gens aujourd'hui. Donc dans les bibliothèques, les cafés, etc. J'aimerais beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal parce que j'ai envie d'aller ouvrir les livres, j'ai envie de regarder les autres personnes, comment elles travaillent. Je suis vraiment trop distraite. Pas distraite, je dirais plutôt attirée par la vie. En bibliothèque et en médiathèque, c'est des moments où
où je pioche plutôt dans des livres, ce qui va soit me servir à l'écriture, soit constituer l'élan premier pour commencer un texte. C'est autant de la poésie ou des romans ou des livres de... J'ai eu un moment une sorte de fascination pour l'astrophysique. Je ne comprenais pas tout, mais justement le fait de ne pas avoir accès à tout, de ne pas avoir les outils de tout comprendre, déclenchait le désir d'écrire en poésie en fait. J'ai remarqué quelque chose, c'est que dans vos recueils de poèmes, l'amour de la lecture est très souvent associé au plaisir sexuel, et notamment à la masturbation. Vous avez remarqué ça ? J'étais sûre que vous alliez dire ça. Alors, j'ai l'esprit mal tourné. Non, pas du tout, mais vous êtes plutôt perspicace. C'est moi qui ai l'esprit mal tourné. En fait, non, je n'ai pas l'esprit mal tourné, vous non plus. Nous sommes la norme. C'est les autres personnes qui sont en décalage. En effet, j'ai un rapport assez érotique et à l'écriture et à la lecture. Enfin, dès que je commence l'écriture d'un texte, j'ai aussi des moments d'auto-érotisme. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se déclenche. Et j'ai aussi ça avec la musique classique. Il y a certains morceaux qui déclenchent des envies qui ne sont pas censées être celles... Un plaisir solitaire qui en appelle un autre, en exactement, fait. Oui, exactement, c'est ça. On quitte la chenille du Centre Pompidou pour aller dans la salle de lecture. Donc on va devoir chuchoter. Moi, je vais me couvrir les yeux pour garder la surprise. Est-ce que vous pouvez nous donner des indices pour qu'on essaye de deviner les livres que vous avez choisis, mais sans donner ni les titres, ni les noms des auteurs-autrices ? Alors, le premier, c'est un prix Nobel de littérature qui est un poète suédois. Le deuxième, je vais simplement dire la partie à l'intérieur du livre qui me touche le plus et qui est l'érotisme comme puissance. Ensuite, surréalisme, résistance, poésie. Waouh! On va emprunter les livres. Vous allez m'emmener à l'endroit où ils sont rangés, puisque vous avez tout bien repéré. Évidemment. On a les livres. Oui, on a tout. Rim Battal, vous publiez votre premier roman. C'était un sacré défi, après 10 ans d'écriture de poésie, de passer au roman. Alors, c'était pas du tout un défi. C'est juste qu'en fait, comme la poésie fonctionnait un peu mieux, j'ai été un peu happée par la chose. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus souples que moi, mais quand j'écris dans une forme, j'ai un peu plus de difficulté à passer dans une autre. Et maintenant, à partir du moment où je suis passée à ce roman, j'ai plus envie d'écrire de la poésie. Tout ce qui me vient arrive sous la forme narrative d'un roman. Et donc voilà, donc là maintenant je commence déjà à réfléchir au prochain. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme de 17 ans qui vous ressemble, qui porte le même prénom que vous. Elle amorce un parcours d'émancipation très spectaculaire, surtout vu le milieu d'où elle vient et vu le traumatisme terrible qu'elle subit au tout début du livre. Oui, en fait, c'est une adolescente qui a un moment charnière de sa vie. En fait, elle s'y attend pas. C'est une jeune fille sans histoire. Et puis, soudain, elle se retrouve à devoir justifier de sa pureté, de sa virginité vis-à-vis de sa famille, de la totalité de sa famille, uniquement parce qu'elle a commis une mini-infraction qui est celle de fumer une petite cigarette à la fenêtre de sa chambre. Et voilà, donc là, c'est la violence de ce qui lui arrive, de ce choc-là, de la violence même physique de sa propre mère, qui finalement amorce une réflexion sur son rapport aux autres, son rapport à son corps, son rapport à l'amour et au désir. Elle rencontre de la trahison de la part de la quasi-totalité des adultes qui l'entourent et qui sont censés la protéger en tant que quasi-enfant. Et ça lui permet justement d'arriver à identifier comment elle a envie de mener sa vie plus tard et comment elle a envie d'avoir la souveraineté sur son corps. Donc c'est un personnage qui est assez haut en couleur mais qui est somme toute assez banal en fait. C'est vraiment une jeune fille qu'on peut croiser un peu n'importe où, dans plein de pays différents, de plein d'origines différentes. Et c'est marrant, ça c'est quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours, c'est une journaliste littéraire marocaine qui m'a dit c'est le premier roman
marocain qui parle de la classe moyenne. Il m'a dit tous les personnages, tous les romans qu'on connaît, tous les livres que j'ai lus jusque-là, s'appelle Sundus Shraibi, se passent soit dans vraiment les bas-fonds du Maroc, dans la misère la plus totale, par exemple on pense à Mohamed Choukri, soit dans les hautes sphères de la société, dans des milieux très très bourgeois. Et j'ai trouvé ça très intéressant en effet, parce que ça m'a renvoyé aussi vers le fait que moi, en l'écrivant, et c'est pour ça que je voulais absolument l'inscrire au Maroc dans cet environnement-là, c'est parce que c'est un modèle qui, moi, m'a manqué. Vous dites que c'est une jeune femme, somme toute assez banale. En réalité, elle subit quand même des violences. Et pourtant, elle garde une forme d'optimisme absolu et d'humour. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est central chez vous, en fait, dans votre personnalité ? Alors, je ne sais pas si je suis, à titre personnel, si optimiste que ça. Mais en revanche, ouais, je privilégie toujours le rire et je passe toujours une bonne blague avant d'autres considérations. Mais tout en respectant la dignité et l'intégrité des personnes. Et comme ce personnage aussi, finalement, c'est pas l'optimiste qui lui donne de l'humour, c'est au contraire, c'est l'humour en fait qui précède l'optimisme chez elle, parce qu'elle a toujours envie de faire des blagues, même dans des moments dramatiques ou voire tragiques, elle arrive à se faire rire elle-même en fait. Et c'est un livre qui aborde un sujet qui est assez rare, je trouve, en fiction comme en non-fiction, le rapport mère-fille, dans ce qui peut comporter de terrible, de toutes les injonctions qui passent d'une génération à l'autre, mais aussi dans l'empathie, la compréhension mutuelle vers lesquelles chemine votre personnage. En effet, alors sans doute que je n'ai pas tout lu et qu'il me manque beaucoup de références, mais dans les ouvrages que moi j'ai pu lire qui parlent du rapport mère-enfant, c'est beaucoup d'hommes qui parlent de leur mère avec un point de vue vraiment idéalisé. C'est la mère courage, la mère qui se sacrifie. Je pense par exemple à La promesse de l'aube, mais il n'y a pas que celui-là en fait. Mais en revanche, on ne parle pas du côté terrible de la mère qui est oppressant, qui est la mère qui est possessive, complètement starbée, mais pour des raisons en fait. C'est pas parce qu'elles sont femmes ni parce qu'elles sont mères. C'est la société qui fait qu'elles le deviennent à un moment, parce que il y a tellement d'injonctions qui pèsent sur les femmes de manière générale, parce que par exemple sa fille n'a pas le droit d'avoir une sexualité, c'est pour la protéger, mais en fait la protéger de quoi au juste? Protéger de l'éventualité d'être violée un jour, ce qui est une probabilité non nulle malheureusement dans la vie de n'importe quelle femme, mais on ne protège pas les personnes en les emprisonnant, en les accusant, en faisant peser la honte de ce côté-là en fait. Et donc cette mère par exemple, elle pousse sa fille à faire des études, elle la pousse à l'excellence, etc. Mais en même temps, elle est comme emprisonnée dans sa chambre où elle passe le plus clair de son temps avec sa petite sœur, parce qu'elles n'ont pas le droit de sortir, elles n'ont pas le droit d'aller au cinéma, elles n'ont pas le droit de voir ni de recevoir des copains à la maison. Vivons cachés, c'est une phrase qui revient souvent dans votre livre. Là, je vais vous montrer la cachette la mieux gardée du Centre Pompidou, les sous-sols qui nous amènent au studio d'enregistrement. Attention les yeux. C'est assez fascinant d'accéder à l'envers du décor. Mais je pense que c'est un des rares lieux où on a l'impression que c'est cohérent quand même. Cohérent par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur ? Oui, c'est ça, cohérent par rapport à ce qu'on voit de l'extérieur, avec tous les câbles, les couleurs des tuyaux verts, les cartels jaunes. Et donc là, on accède au studio d'enregistrement où on va s'isoler comme dans une planque avec vos 3 livres. Quels sont les livres Rime Fatale que vous avez choisi de nous présenter ? Tout d'abord, nous avons La lettre C, c'est Claude Carin. Claude Carin est une autrice, artiste et poétesse. Le livre s'appelle Aveux non avenus. Pour la petite anecdote, c'est mon psy qui me l'a offert un jour. Donc je ne sais pas comment le prendre, mais j'ai adoré. Il m'a dit, je vous prête ce livre-là, et la séance suivante, je lui dis, je vous le rendrai jamais. Parce qu'en fait, j'ai pas pu m'empêcher de corner la quasi-totalité du livre. Franchement, c'est un livre, on peut ouvrir à n'importe quelle page et on tombe sur des petites pépites comme là. J'ai ouvert au hasard, page 20. Je t'aime. Cela devrait suffire à tout le système solaire. Je vous aime.
t'aime. Oh, ce pluriel honteux, petite âme prostituée, se figure-t-elle que le verbe y acquiert une plus nombreuse force à conviction. Elle, la garce, elle est moins pure que mon corps. Elle parle d'amour, elle parle de santé mentale, elle parle de picole, elle parle de littérature aussi. Page 153, pardon. Tant de gens font l'amour sans le savoir, et de l'amour aussi médiocre, aussi gâché que la prose de Monsieur Jourdain. Il est temps de leur apprendre leur métier. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Et donc voilà, je pense que c'est mon livre de chevet, parce que je continue à relire des choses que j'ai surlignées, commentées. Quand je l'ouvre maintenant, je me rends compte que j'avais mis des smileys, que j'avais écrit des « oh my god » près de certains passages. Et c'est ça aussi que j'adore en poésie de manière générale, et dans cette littérature fragmentaire. C'est des sortes d'aphorismes. Ce n'est pas narratif, en fait. C'est vraiment une sorte de patchwork des profondeurs de son âme. Mais du coup, elle nous donne accès aux profondeurs de nos âmes à nous. Aveux non avenus de Claude Cahun, c'est aux 1001 nuits et c'est paru en 2011. Quel est le deuxième livre, Rim Vatal, que vous avez choisi ? Pour le deuxième livre, eh bien, c'est une autrice afro-américaine, lesbienne, qui s'appelle Audre Lorde. Sister Outsider, c'est des essais, c'est plusieurs articles mis ensemble qui parlent de poésie, qui parlent de racisme, qui parlent d'érotisme, mais de manière assez particulière. Vraiment, c'est d'un point de vue lordien, je dirais même, parce que vraiment, je trouve qu'elle a une manière très précise de parler d'érotisme. Elle est une des rares à ne pas sexualiser forcément l'érotisme. Elle en parle plutôt comme une sorte de source de force et de puissance où on peut puiser son élan créatif, de quoi s'affirmer, de quoi lutter, de quoi se battre, de quoi survivre, donc vivre encore plus, et pas de quelque chose qu'on doit mettre à la disposition des autres. Et donc, alors je vais juste trouver le passage qui s'appelle justement « L'érotisme comme puissance ». Pardon, je ne sais pas exactement à quel endroit c'est, parce que quand j'ai lu ce livre, il n'était pas disponible en France. C'était en version imprimée sur des feuilles volantes. Et donc, je l'ai en feuilles volantes, vraiment scannées, imprimées, et qui sont toutes dans mes toilettes, mais que je relis régulièrement. Donc, je ne sais pas comment c'est ordonné dans le vrai livre, puisque je ne l'ai jamais eu entre les mains. C'est la première fois. C'est ça aussi, la bibliophilie. Bah oui, c'est ça. C'est de là d'où vient la lecture par arpentage aussi. C'est apparu dans le milieu ouvrier. On n'a pas forcément les moyens d'acheter chacun son exemplaire. Et donc, on prenait un livre qu'on lisait ensemble et on arrachait les pages qu'on passait aux autres et on les discutait. Ça va à l'encontre de tout fétichisme envers l'objet livre. Pour moi, le livre, c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Bon, il existe des beaux livres, etc. Mais moi, je ne suis pas forcément portée vers ça. Je préfère le livre de poche, le livre que je peux manipuler, corner, avec lequel je peux dialoguer. J'écris beaucoup aussi dans les livres des autres. Alors, donc, l'érotisme comme puissance. On nous a appris à nous méfier de cette ressource avilie, déformée et dévalorisée au sein de la société occidentale. D'une part, l'érotisme superficiel est devenu signe de l'infériorité des femmes. De l'autre, les femmes ont dû souffrir et se sentir méprisables et suspectes à cause de l'existence même de cet érotisme. Et donc, un peu plus loin, elle continue. Pourtant, l'érotisme est une source intarissable de stimulation et d'accomplissement pour la femme qui n'a pas peur de cette révélation et qui ne succombe pas à la tentation de croire que la seule sensation suffit. Souvent, les hommes ont mal interprété l'érotisme et l'ont utilisé contre les femmes. On en a fait une sensation trouble, grossière, psychotique, plastifiée. C'est pour cette raison que, confondant l'érotisme avec son contraire, la pornographie, nous avons souvent refusé d'envisager et d'analyser l'érotisme comme une source de puissance et de connaissance. C'est génial, non ? L'érotisme comme source de puissance et de connaissance. C'est très beau. C'est Audre Lorde. J'ai lu des extraits des pages 51-52. Sister Outsider d'Audre Lorde, c'est sous-titré Essais et propos sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme. C'est traduit par Magali Calise et c'est paru chez Mama Mélis le 22 juin 2018. Quel est le troisième livre que vous avez choisi, Rim Vatal ? C'est le livre d'une star de la poésie, en tout cas star pour moi. Je me rends compte que pas énormément de personnes le connaissent et en fait c'est un poète suédois qui s'appelle Thomas Tranströmer. Donc ce livre qui est baltique, c'est un livre avec lequel je vais vous faire découvrir la bibliomancie. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que la bibliomancie, Laurette Malka ? Pas du tout. Eh bien, on pose des questions
à un livre. Ça peut être une question très factuelle, comme une question très profonde, intime. Je ne veux pas vous le survendre, parce que ça ne fonctionne pas avec tous les livres, mais un des livres avec lesquels ça marche le mieux, c'est Baltique de Thomas Tranströmer, et aussi Vénus Erotica de Lisette Lombé, pour les questions érotiques, mais pas que, en fait, pour des questions en lien avec l'écriture, la langue et l'amour, Vénus Erotica marche très très bien. Est-ce que vous avez une question, Lorraine Malka ? J'adore ce jeu. Tu m'apprêtes à signer un contrat. Est-ce que je vais relever le défi ? On va demander à Baltique si Lorraine Malka va relever le défi de ce nouveau contrat. Dis stop. Stop. Droite ou gauche ? Droite. Donc, page de droite et stop. Stop. Donc, vous avez fait glisser votre doigt vers le bas, sur la page. Écoutez les remords mécaniques de la société, la voix du grand ventilateur comme une brise artificielle dans les galeries de la mine 600 mètres plus bas. Nos yeux sont grands ouverts sous le bandage. Comment vous l'interprétez ? J'ai l'impression que ça me dit de me mettre à l'écoute de la voix qui tourne en vélo dans ma tête et qui est pas très sympa avec moi. Alors je sais pas. Et alors ce livre, pourquoi est-ce que vous pouvez vous en emparer de cette façon-là et pourquoi est-ce qu'il compte pour vous ? Alors parce qu'en fait c'est très... Alors c'est lyrique. Alors que normalement, j'aime pas du tout la poésie lyrique. Je suis pas très sensible à la poésie lyrique. Ça se passe dans des paysages qui me sont pas du tout familiers. Il neige beaucoup. C'est vraiment à l'opposé de tout ce que j'aime. Mais il y a quelque chose dedans vraiment que je trouve très très apaisant et qui permet qu'on l'interprète de plusieurs manières différentes. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place là-dedans pour interpréter tous ces textes-là. Et c'est assez étrange parce que je ne relis pas les mêmes textes. Vraiment, à chaque fois, je pose une question, j'ouvre, je découvre, j'ai ma réponse, vraiment souvent, avec Tranströmer, et ensuite je lis le poème qui correspond. Et ça me permet de découvrir comme ça tout le livre et d'y naviguer un peu à l'aveugle, de manière un peu chaotique, mais finalement qui a sa propre cohérence, parce que j'ai l'impression en tout cas que c'est un des auteurs que je connais le mieux, avec lequel j'ai un rapport très intime, oui, très proche, comme si c'était une sorte d'ami, à force d'avoir navigué justement à travers ces œuvres complètes en fait. Et peut-être qu'un jour ça va se voir dans ma propre écriture, aujourd'hui j'en suis loin. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur la bibliomancie, je conseille aussi de le faire avec plein d'autres ouvrages de poésie qui parfois nous semblent un peu hermétiques ou opaques, où on ne trouve pas sa place, on n'arrive pas, on ne sait pas comment les appréhender parce que on peut les lire du début à la fin comme un roman ou comme un essai, comme on peut les feuilleter et picorer dedans. Et la bibliomancie, c'est vraiment une manière de traverser un livre et c'est une manière de faire aimer la poésie à des personnes qui en sont éloignées aussi. Baltique de Thomas Tranströmer, l'édition que vous aviez entre les mains, ce sont les œuvres complètes traduites du suédois et préfacées par Jacques Houtin dans la collection NRF Poésie Gallimard, paru en 2004. Merci Rim Vatal. Merci Lorraine Malka. C'était Par Effraction, le podcast littéraire produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka. Musique originale, David Federman. Merci à Rim Vatal pour sa participation. Vous pouvez découvrir Je me regarderai dans les yeux, paru chez Bayard, ainsi que ses autres livres en bibliothèque ou en librairie. Cet épisode a été enregistré juste avant la fermeture du Centre Pompidou pour 5 ans. On en a profité jusqu'aux derniers instants. La BPI déménage. À partir du 25 août 2025, elle ouvre de nouveau ses portes dans le bâtiment Lumière au 40 avenue des Terroirs de France, dans le 12e arrondissement de Paris. En attendant, notre podcast continue de circuler virtuellement dans les allées de la bibliothèque par effraction. Si vous aimez nos épisodes, merci de le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des cœurs et des étoiles. Vous pouvez découvrir nos précédents épisodes consacrés à Blandine Rinkel, Juliette Drouard, Mathieu Palin et Raphaël Meltz. Prochain rendez-vous, surprise, l'épisode sera très spécial. À bientôt!